Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour Dibotier, New Ronde. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Langue locale et jeunesse. Langue locale et jeunesse. En effet, la Constitution gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Fin de citation. Avant cela, permettez-moi de rappeler que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde une place particulière à la culture et à la jeunesse. Souvenez-vous, dès ma prise de fonction ministérielle, et bien sûr sous l'impulsion du président de la République, j'ai annoncé que je m'évertuerais à mettre la jeunesse au centre des politiques publiques, car elle représente la majorité de la population gabonaise et de ce fait commande sa prise en considération prioritaire, voire urgente, au regard de ces difficultés actuelles. Si le français est la langue officielle du Gabon, utilisée à l'école et dans les administrations, le pays recèle plus de 40 langues locales. Reléguées au second plan, elles sont menacées d'extinction. Pour certaines associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la culture, il n'est pas question d'assister impuissamment au déclin de celle-ci. Car une langue, même presque plus parlée à ce jour, pour devoir de mémoire, se doit de subsister à travers le temps. Juste pour que l'on sache comment elle se parlait en vue de permettre l'apprentissage des locutions usuelles. Ce combat pour la pérennisation des langues gabonaises se mène désormais sur plusieurs fronts. Entre le souhait du ministère de la Culture de les introduire dans la gestion des collectivités locales et le challenge des associations pour en faire la promotion à travers des activités ludiques, l'objectif est le même, la sauvegarde de ce patrimoine. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum.
Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bon confort d'écoute, merci encore Dibo, Tiaki, Babora, à tous nos auditeurs, assalam à tous nos auditeurs depuis la 95 FM, à travers la 95 FM et la 102 si vous êtes à Port-Gentil, l'école village. Aujourd'hui je vous emmène à 408 km de Libreville, c'est précisément dans le chef-lieu de la province de la Nyanga, en compagnie de mon équipe de chaque samedi, c'est Ida Ibinga et Axel Kumba, le fidèle à la technique. Et nous avons pour invité aujourd'hui, lui c'est Monsieur Simplice Ibouanga, Moine Ibouanga. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son livre L'œil pour nous face au français, concurrence des langues au Gabon. Donc nous allons en parler à Tchibanga, son village. Ce n'est pas Tchibanga, c'est Bibora, Dubinda Forêt. Donc Dubinda Forêt, c'est pas très loin de là. Nous sommes quelque part à Tchibanga, c'est à 408 km de Libreville. Notre reportage du jour, on va écouter Jean-Marie Ambert, c'est un linguiste. Il va nous dire un peu ce qu'il a, pourquoi il mène une étude sur la langue Ipounou. Et bien sûr, vous l'avez compris, la dernière rubrique, la langue à l'honneur. La langue, nous allons comme à chaque numéro ouvrir notre livre. Ces belles idées sur les langues du Gabon, du professeur Denefran Kidiata à la page 168. Et nous allons parler de la langue Ipounou. On va déjà dire en pays, en langue locale, Marambo, à notre invité. Ta Marambo. Voilà, vous l'avez compris, lui c'est M. Ibouanga, c'est un enseignant. On revient juste derrière la petite transition pour découvrir d'abord notre petit reportage avec le linguiste Jean-Marie Ambert. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Il y a une bonne cinquantaine de langues qui sont parlées au Gabon, mais sur ces 50 langues, il y en a au moins la moitié qui ont moins de 1000 personnes qui les parlent aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est un pays où la diversité linguistique est très fortement menacée. Donc nous allons travailler à la documentation de ces langues les plus menacées, mais aussi dans les langues qui sont moins menacées, comme par exemple le Pounou, qui est une langue parlée dans le sud-ouest du Gabon. Le Pounou est parmi les langues, dans la demi-douzaine de langues les plus parlées au Gabon. Mais même dans ces langues-là, même si un grand nombre de gens peuvent communiquer en Pounou, il y a toute une partie de la tradition orale qui est en train de se perdre. Par exemple, beaucoup des locuteurs de Pounou ne sont plus aujourd'hui capables de nommer par exemple les animaux ou les plantes. Donc il y a une énorme perte sur la connaissance de ce que l'on peut appeler le lexique spécialisé. Mais même plus généralement, par exemple sur les contes, l'une des marques importantes de la tradition orale Pounou, c'est une épopée qu'on appelle le Mumbouang. Et cette épopée était bien connue il y a une vingtaine d'années. Il y a même eu des travaux de recherche qui ont été faits sur cette épopée. Mais aujourd'hui, ça devient très difficile de trouver des conteurs qui sont capables, une nuit entière, de raconter l'épopée Pounou. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire, de trouver des conteurs qui nous raconteront cette épopée. On va aussi essayer d'avoir de la documentation sur les danses les plus traditionnelles, comme par exemple le Mukuji, qui est dansé avec un masque, et on va essayer de voir comment ces masques sont fabriqués. Mais on verra que là aussi, très probablement, aussi bien dans la fabrication du masque que dans la compréhension des symboles qui sont associés à ces masques, symboles qui sont très importants, qui étaient très importants pour les Pounous. On verra que probablement une bonne partie de l'interprétation de ces symboles n'est plus comprise. Et même plus généralement, on verra que par exemple, on peut s'attendre en tout cas à ce que des choses comme les systèmes de numération ne soient pas complètement contrôlés par les locuteurs, en particulier s'ils vivent en ville.
Donc c'est un peu tout ça que l'on veut voir. Donc l'intérêt de ce travail, c'est de prendre une langue qui est parmi les moins menacées, mais pour lesquelles la tradition orale, même dans ce cas où il y a encore un grand nombre de locuteurs, est très très fortement menacée. Donc je crois qu'il faut faire très attention lorsqu'on dit qu'une langue est menacée, de se fier uniquement au nombre de locuteurs. Je pense qu'il faut aussi examiner comment cette langue est transmise et dans quel contexte. Si elle est transmise uniquement en milieu urbain, il y a déjà là une perte très très importante de la richesse du patrimoine linguistique de ces ethnies. Et je crois que le travail que l'on veut faire sur le Pounou va être extrêmement révélateur. Voilà le professeur Jean-Marie Humbert, un linguiste qui vient de planter le décor. Monsieur Ibouanga, vous êtes enseignant de langue française au lycée François Meillot de Ndjolé. Pourquoi avoir choisi de comprendre, sinon de mener une étude sur la concurrence des langues au Gabon, notamment l'Ipounou face au français? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation de ce matin pour parler des questions de langue, des questions de culture. Je voulais juste rectifier que je ne suis plus à Ndjolé, je suis à Libreville. Pourquoi ai-je mené une étude sur les langues, sur le Ipounou, une étude comparative entre le français et le Ipounou? Lorsque j'étais à l'université Omar Bongo, je me suis inscrit au département de linguistique. Et j'ai constaté, dans le cadre des petits travaux de recherche, que les enseignants nous soumettaient, qu'il y avait une difficulté énorme, non seulement d'avoir un corpus au niveau de Libreville, parce que même les anciens, on va dire les adultes que nous rencontrons, ils avaient du mal à nous fournir un lexique dans une langue gabonaise. Et je me suis posé la question, pourquoi? Et si les adultes n'arrivent pas à parler, et les enfants, quelle est donc la situation, ou quel est l'état de nos langues dans la zone urbaine? Ce qui m'a conduit donc à faire une étude comparative entre les enfants Bapounou vivant en zone urbaine et ceux vivant en zone rurale. Des résultats tout au long de l'émission, je vous les donnerai. La situation est catastrophique. Je le dis toujours, certains linguistes prennent des gants lorsqu'ils parlent des états des langues au Gabon. Mais nous sommes là dans un génocide linguistique. Vous allez dans les quartiers, même, je dis à Tchubanga, au centre de Tchubanga, vous avez du mal à trouver quelqu'un qui parle couramment le Ipounou, surtout les enfants. Parce que nous sommes tous plongés dans un bilinguisme ingrat, dans lequel on nous force à apprendre le français de notre bas âge. Toutes les activités sont centrées autour du français, reléguant au second plan nos langues maternelles. C'est tout ce qui m'avait conduit à mener cette étude, et j'ai dû, après mes études de linguistique, j'ai publié un essai de linguistique aux éditions Harmattan Paris, dont le titre « Concurrence des langues au Gabon, le Ipounou face au français ». Alors, après avoir mené cette étude très concrètement sur l'échantillon et le milieu que vous avez exploité, qu'est-ce qui ressort? Bon, nous avons fait un mois en zone urbaine, un mois en zone rurale à l'époque. Nous étions dans les années 2002-2003. Alors, nous avons pris des enfants scolarisés Bapounou. Premier échantillon, de père et de mère. Deuxième échantillon, de père Pounou, mère haute, donc Nzebi, Fan, Kota, anglais. Troisième échantillon, de mère Pounou, ainsi de suite. Donc, nous avons fait cette étude. Nous avons remarqué que en zone rurale, le Ipounou reste la L1, ce qu'on appelle la langue maternelle. Donc la première langue acquise chez les enfants. En zone rurale, c'est au village. Oui, la zone rurale, c'est au village. Donc ils ont la première langue acquise, ils parlent donc la langue de leur mère, la langue de leur communauté linguistique, pour emprunter l'expression de Ponba Bessol. Donc ces enfants, ils apprennent d'abord le Ipounou, ensuite lorsqu'ils vont à l'école, ils apprennent le français. Quand nous comparons, les résultats sont
Les résultats scolaires. Oui, non, les résultats de notre corpus, parce que nous avions un corpus, c'était une histoire, une grenouille fugueuse. Donc, à partir des images, les enfants devaient raconter cette histoire. On avait des images, on montrait des images aux enfants. Après, on fermait le livre. On a vu qu'au village, les enfants n'avaient plus besoin d'ouvrir le livre pour raconter l'histoire. Il s'agissait de la raconter en langue pour nous. Et les enfants la racontaient parfaitement. Alors, les enfants des petites classes, on va dire, CP1, CP2, à l'époque, nous n'étions pas dans le système première et deuxième année, donc CP1, CP2, jusqu'on va dire au C2, il n'y avait pas d'emprunt linguistique dans leur langue. Donc, ils n'empruntaient pas des mots français. Lorsqu'on arrivait au CM2, on s'en rendait bien compte qu'il y avait un petit glissement des mots français dans le récit des enfants. Par exemple, un enfant, en racontant l'histoire, a dit ni malaba mondi akamontanga au lieu de mourir. Oui, ça c'est deux ou trois enfants des grandes classes. Mais pourquoi? Ben parce qu'ils ont été soumis à une lecture où on voyait un homme ou un chien monter sur un arbre. Donc cette image est restée. Et au lieu de dire umata, il a dit umonta. Par contre, en zone urbaine, l'étude s'est menée dans des quartiers, on va dire, où dominante pour nous, Bellevue, Kingsley, Pinciel. Les PK. Les PK. Et là, dans ces quartiers, dans cette zone urbaine, la langue maternelle n'est plus le hipponou. La langue maternelle, c'est le français. Et les enfants n'ont pas pu restituer le récit. Impossible. Donc, quelquefois, quand j'écoute des gens dire qu'on a encore, on va redresser, on va faire ceci, et on ne reste qu'à l'état de la parole. Mais moi, j'ai décrété le génocide linguistique au Gabon. Parce qu'il s'agit de ça. Je n'ai pas eu, moi, dans mon corpus de 93 enfants, quelqu'un qui a pu me restituer le récit en Ipoun. Avec la difficulté de l'exode rural au Gabon, on voit très bien que les villages se meurent, les villages se vident. Je prends le cas des villages comme les Kerinzambi, sur l'axe Ndende-Tubanga. Je prends des villages comme Dikutu. À Kerinzambi, il y avait deux écoles primaires. Il n'en reste qu'une seule. Et même l'école qui reste, on est à moins de 50 élèves. Dans les années 80, nous étions dans des 500-600 élèves. On est en 2000, si je prends à l'époque des études, on est en 2003-2004, nous étions à moins de 50 élèves. Vous voyez ce ratio, cette différence qu'il y avait entre les années 80 et les années... Une forte régression. Une forte régression. Donc, au fur et à mesure que les années passent, les villages se meurent, mais la langue aussi. Vous savez que la langue fonctionne comme un organisme humain. Tout à fait. La langue naît, elle vit, elle grandit, elle vit, elle meurt. Elle meurt. Et le lieu favorable de l'apprentissage, le lieu favorable de accroissement de la langue, c'est au village. Parce que comme on dit Annie Frère Batilidi, c'est en ville que nos cultures se meurent. C'est en ville que tout se meurt. Dès que vous partez, vous prenez votre sac de Tchubanga, vous arrivez à Kango, vous commencez à perdre les mots. Parce que vous êtes baigné dans un environnement où le français, excusez-moi l'expression, règne en langue reine. Il n'y a que le français. Monsieur Mouyama a fait une étude à laquelle il démontre que toutes les activités humaines, toutes les activités en ville, nous les faisons, nous les appliquons en français. Donc les enfants Mopounou, comment voudrez-vous qu'ils apprennent le Hipponou à Libreville? Parce que même pour acheter son bonbon chez le boutiquier, il va le faire en français. Pour demander à son père l'argent du goûter, il va le faire en français. Il y a aussi cette difficulté qu'on a, la difficulté de la transmission de la langue par les adultes. Vous savez, en ville, les ruraux, les urbains que nous sommes tous baignés dans une arrogance qui consiste à parler la langue française. C'est la langue des élites. La langue des élites. Et donc nos enfants nous copient. Nous sommes des clichés, nous sommes des modèles de nos enfants.
Si nous ne parlons pas la langue à nos enfants, qui va parler la langue à nos enfants? Le voisin, il est Michawa. L'autre voisin est français. L'autre est camerounais. Mais votre enfant, mon pour nous, qui va l'enseigner le français? D'où le rôle de chaque cellule familiale. Mais Pour oui, la mais survie de la langue de sa communauté. vous savez que la langue, c'est un phénomène culturel. C'est le vécu de la culture. Si ceux qui sont des aînés, ceux qui parlent de cette culture, ceux qui doivent vendre cette culture, donc des aînés, ne la véhiculent pas. Mais des enfants ne peuvent pas faire la magie. On acquiert la langue. Un linguiste que j'apprécie très bien, un maître, Ferdinand de Saussure, on nous parle de fait social. La langue est un fait social. C'est dans la société qu'elle se développe. Si vous n'en parlez pas, même si vous êtes de pères pour nous et des mères pour nous, et j'ai toujours dit aux gens que, attention, pour moi, hors de définition linguistique, pour moi, pour être un mot pour nous, il faut parler de pour nous. Pour être franc, il faut parler de franc. C'est pas parce que votre mère est franc, votre père est franc, que vous êtes franc. Donc ça veut dire que si on est britannique, français et qu'on parle pour nous, on est pour nous. Ah ben oui, pour moi. Parce que nous devenons des Français, c'est comme ça qu'on nous appelle, hein, de manière linguistique. Nous sommes des Français. Les membres de la francophonie. Membres de la francophonie. Hein? De manière linguistique, nous sommes des Français. Mais regardez bien, toutes nos études sont faites en français. Pour avoir un emploi au Gabon, c'est en français. Je suivais une émission récemment, un pays, je pense que c'est l'Algérie, qui va bientôt décider Tout à fait. de mettre le français à côté pour l'anglais. Parce que pour vendre la banane sur le marché, International. c'est en anglais, ce n'est pas en français. Mais nous, au Gabon, nous manquons un peu d'orgueil, je veux dire. Un peu d'orgueil pour booster nos langues. Parce que les autorités, j'aime bien leur discours, j'aime bien quand ils disent oui, au Gabon, on va apprendre des langues à Le l'école. ministère de la Culture, pour vous accompagner dans vos idées, a décidé cette année, pour la 3e édition de Gabon 9 Provinces, pour thème jeunesse et langue locale. Votre point de vue? Bon, je n'ai pas envie d'être cru, hein. J'ai eu l'occasion à l'époque de discuter par personne interposée avec Ada Ida Retenon, qui était ministre de l'Éducation nationale. Cette dame avait bien voulu m'envoyer à l'IPN, hein, dans le cadre de ces programmes de langue locale. Vous savez, au Gabon, on parle beaucoup et on ne fait absolument rien du tout. C'est vrai, on a dit que il y aura cette année ces jeunesses et langues locales, mais est-ce qu'une étude a été menée avant? Est-ce qu'une étude a été menée avant? Est-ce que c'est le fait de la période folklorique? On va danser, on va boire. On va prendre tous les Bapounous de Chibanga. Ils auront un jour pour manger et boire. Les enfants d'Oyem vont avoir un jour pour manger et boire. Et la place des enfants sera où? Un village des enfants était prévu pendant le festival, pendant les 9 jours. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'un enfant peut apprendre une langue en un jour? Au moins les bases, monsieur Ibonga, parce que justement, on revient, c'est la cellule familiale, s'il faut savoir à qui incombe le rôle de la transmission de la langue maternelle. Je suis d'accord. Mais quelle base va-t-on prendre en un jour? Parce que chaque province aura un jour. Chaque province, c'est ça le concept, sauf si ça a changé. C'est un jour justement, mais bon, quelle base? Au moins lancer les prémices, stimuler, inciter les parents pendant une journée. Et puis c'est à chaque communauté, de chaque cellule familiale, puisque la cellule familiale est bien sûr l'état embryonnaire d'un État. Donc à chaque cellule familiale déjà de s'imprégner, de comprendre l'importance, l'enjeu de la survie de sa langue maternelle. Vous savez, il ne faut pas toujours rejeter, je suis d'accord lorsqu'on dit que c'est la cellule familiale qui doit le faire. Mais vous savez, dans un pays... Aucun décret pris aujourd'hui ne fera survivre les langues maternelles. Non, c'est d'abord, on parle de politique linguistique. Un État sérieux, un État gouverné, sur des questions de culture et des questions de langue, parle de projet, de politique linguistique. Au Gabon, il n'y a aucune politique linguistique. Si c'est jeunesse et langue locale qui devient une politique linguistique, je suis un peu dessus. 9 jours, et vous allez apprendre quoi? Un proverbe à un enfant, c'est fini.
Monsieur Imwanga, je ne suis pas défenseur, hein, juste pour apporter quelques éléments de précision. Beaucoup de pays de l'Afrique, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, ont réussi à faire vivre leur langue maternelle avant d'attendre les politiques linguistiques. Oh, vous savez, les causes, par exemple, si je peux revenir sur les causes aujourd'hui de la perte de nos langues, c'est la colonisation. La colonisation est bien passée Oui. par le Congo, Oui. les deux Congos, Je mais suis d'accord, le mais Lingala a oui, bien survécu. laissez-moi développer. Il y a eu cette colonisation. Où on nous faisait porter Le un symbole, paquet d'excréments et tout ça, Oui. ou une tête de singe. oui, le symbole. Mais pourquoi les autres ont résisté? Parce que l'État a accompagné. L'État accompagne les populations. Quand les populations sont livrées à elles-mêmes, elles sont fragiles. Si on dit aujourd'hui, par exemple, il faut mettre les langues sur le marché du commerce, les langues sur le marché du travail, vous allez voir des langues qui vont résister. Les gens vont faire des efforts pour parler leur langue. Parce qu'ailleurs, quand on parle au Congo, mais les gens font de la musique en langue. Mais parce qu'on vend. Que vous soyez gabonais, que vous soyez centrafricain, que vous soyez français, dès que vous écoutez une chanson en lingala, vous avez du plaisir, vous achetez. Mais parce que l'État a mis des conditions de véhicule, l'État a mis des conditions. L'État doit nous imposer des choses. Vous savez, quand un enfant ne marche plus sur le bon chemin, c'est à son parent de le redresser. Si l'État impose, ce ne sera pas un peu vu comme de la dictature? Non, je n'ai pas dit à l'État d'imposer une langue nationale ou une langue maternelle. Les gens ont déjà leur langue. Mais il faut prendre en considération le parler de ces langues dans nos activités administratives. Vous voyez par exemple la langue africaine la plus parlée, le Swahili. Mais pourquoi les gens en parlent un peu partout? Parce que vous arrivez dans certains aéroports, c'est là. Et c'est enseigné dans une université. Au Gabon, nous avons eu le projet à l'époque de l'enseignement catholique. Dans chaque établissement catholique, je prends le cas de Libreville, il y avait des enseignants de langue locale. Mais les catholiques n'ont demandé qu'un peu de budget parce qu'il fallait payer ces enseignants. Et l'État n'a pas financé. Il y a même eu à l'école normale supérieure une section formation d'enseignants, de formateurs pour langue locale. Il y a eu une seule cuvée. Dès qu'ils sont sortis, ils n'ont pas été déversés à l'école primaire parce qu'ils devaient enseigner à l'école primaire. C'était des linguistes qui avaient niveau maîtrise, qui avaient fait un concours et sont allés à l'école normale supérieure. Mais quand ils sont sortis de là, ils sont allés où? Certains sont devenus professeurs de français. Certains sont devenus conseillers pédagogiques. C'est-à-dire que l'État avance et recule. L'expression qu'on appelle pour nous, Ikodi-Bang. On avance, on recule, on avance, on recule, parce qu'on ne veut pas se décider. Oui, je suis d'accord que les populations doivent faire cet effort. Oui, c'est d'abord au père et à la mère. Justement, Je suis le d'accord. rôle. Maintenant, lorsque ces gens-là sont défaillants, c'est l'État qui est le gendarme, c'est l'État qui est le psychologue, c'est l'État qui est le policier, c'est l'État qui est le maître, c'est l'État qui est le médecin, et c'est à l'État de redresser la situation. Vous savez, les gens ne se redressent pas. Il faut quelquefois une forte éducation, une forte main pour que les choses se redressent. Vous avez un enfant, vous achetez des cahiers, vous achetez des livres, et puis le soir, vous ne surveillez pas ses études. L'État doit être capable de dire, j'ai un projet, je mets les moyens et je contrôle. Je vous ai pris le cas de formateurs qu'on a formés à l'école normale supérieure, une seule cuvée. Mais ils sont où aujourd'hui? Personne n'enseigne les langues nationales. Et pourtant, ils avaient été formés pour ça. Beaucoup de millions. Vous savez, pour former un étudiant d'école normale supérieure, l'année, vous multipliez 875 000 fois 4. Alors, 875 000 francs x 4, ça fait beaucoup d'argent. Mais nous, ici, nous n'avons pas besoin d'autant de millions pour
passer ce message. Nous allons encore écouter cet élément sonore qui va suivre pour accompagner, pour inciter, pour encourager la survie de la langue Ipunu, la langue à l'honneur aujourd'hui dans l'école village. L'élément qui va suivre, si la technique elle est prête. Alors monsieur Ibwanga, il s'agit simplement de désigner quelques parties du corps humain et des mots nouveaux arrivés comme ça dans notre société qui n'ont pas été légués, laissés par les ancêtres, mais c'est des mots qui arrivent, il faut bien les traduire dans notre langue maternelle. On va écouter l'élément qui suit. Mour. Le cheveu. Lunang. Les cheveux. Nang. L'œil. Disu. Les yeux. Misu. Le nez. Mbasu. Les oreilles. Matuji. Une seule. Dituji. Les lèvres. Ilili munu. La bouche. Munu. La dent. Dinu. La langue. Lulimi. Le cou. Kingu. La nuque. Kodu. La poitrine. Toulou. Et la poitrine pour les femmes, les seins. Mabeni. Les seins. Mabeni. Et un seul. Libeni. Le cœur. Murim. Les poumons. Masangu. L'intestin. Ifundu. Le nombril. Muhumb. Le bras. Wow. Les bras. Mio. La main. Dikak. La jambe. Dikulu. Pluriel. Makulu. Dibelu. Dikotulu. Le doigt. Mulembu. Les doigts. Milembu. Comment on dit en Punu l'avion? L'avion Ipunu Dikumbi. Le frigidaire. Ital Ibibam. Donc ça c'est le fumoir des blancs quoi. Voilà. Le téléphone. Munsindondo. Et la corde. Munsig. Donc il y a le mot corde dans le mot pour téléphone. Voilà. Comment dis-tu la voiture? Là je dis l'auto. Comme les anciens. Oui, je dis l'auto. Mais en même temps, il y a une autre expression pour désigner ça et je l'ai apprise récemment. On peut dire Wembang Matsan. C'est-à-dire? Pour désigner la voiture, Wembang Matsan. C'est-à-dire aller vite, aller en courant, assis. Ah. Aller vite, assis. Donc c'est un synonyme pour la voiture. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises comme mot pour l'ordinateur en Punu? Aïe! C'est un néologisme? Je ne sais pas, je te demande. Là, je ne sais pas. Tu sais pas? Là, je ne sais pas. J'aurais mis l'ordinateur, hein. J'aurais dit peut-être à mon ami à la maison, un bel ordinateur, hein. J'aurais dit ça comme ça. Comment dis-tu la montre? Colle. Une colle. Je lui montre. Une colle. Colle. Comment dis-tu le sida? Il y a une expression pour nous, Sidoni. Voilà, c'est ça l'expression que les Pounous utilisent pour dire le sida. Ils ne disent pas sida, mais ils disent Sidoni. Anne Sidoni. Voilà, on dit merci à Thierry Nzamba Nzamba, le docteur du côté de l'UNESCO, là-bas, le bureau de l'UNESCO à Libreville, au Gabon, Tadibot Dineni, pour cet élément, pour ce travail de recherche. Monsieur Ibwanga, votre sentiment, voilà comment nous ici, sur la 95 FM Radio Nour, nous faisons la promotion des langues maternelles du Gabon pour qu'elles vivent, pour qu'elles ne meurent pas. Au moins chaque samedi, chaque famille a l'occasion d'écouter, d'être d'abord dans son village. C'est un voyage sonore. Hein, on transporte nos auditeurs dans leur milieu naturel. Pour ceux qui n'ont plus l'occasion de faire le voyage dans leur village, il y en a qui appellent pour dire « je suis dans mon village », même si on est toujours à l'innovation. Et puis, nous partageons ces moments d'apprentissage. Votre sentiment? Bon, j'avoue que le lexique de mon frère Thierry Nzamba est un lexique très, très, très fourni, hein, fouillé. Hein. D'abord, on a un premier lexique où il n'y a pas de mots d'emprunt. Donc, c'est des mots, un corpus typique pour nous. Et puis, à la fin, il nous propose des mots d'emprunt parce que quand vous n'avez pas, il faut nommer. Tout à fait. Je prends un exemple, hein, Dikumbi, c'est l'avion. Mais
On m'a dit, moi, quand j'étais à Miwama, que Dikumbi vivait des coups de Dukuji. Dukuji, c'est un oiseau. Parce que nous, voilà, c'est un oiseau. Voilà, donc, les vieux, en regardant, Dikumbi, Dukuji, voilà. Et il y a un mot aussi que je voudrais ajouter à ce lexique-là, Ned. Et qu'est-ce que c'est? La fenêtre. Ah, mais dis donc. On va dire félicitations pour ce lexique enrichissant. Oui, parce que moi, c'est un enfant du CP1 en 2003 qui m'a appris ce mot-là. Alors, nous allons bientôt achever cette émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. La langue à l'honneur, c'est l'Ipunu. Mais avant d'en parler, le proverbe du jour avec notre invité. Bon, un proverbe, en termes de conseil. Kari areda buimuji mba murilandi. Traduction en langue française. Le singe ne traverse pas le feu à cause de sa queue. Alors, on peut expliquer? Non, si, en fait, vous pouvez expliquer, mais il est à méditer. Il faut rappeler à nos auditeurs, il est à méditer tout au long de la journée du week-end jusqu'au prochain numéro de l'école au village. Le singe ne traverse pas le feu à cause de sa longue queue. Donc, c'est un proverbe, à vous de méditer. Oui, c'est la réflexion. Alors, l'école au village, aujourd'hui, on met un terme à l'émission, mais avant, on ouvre notre livre à la page 168. On dit merci au professeur Daniel Franck Idiata. Il faut toujours le rappeler, enseignant à l'université. Il est linguiste et il est au scénariste, directeur. Donc, on va dire à la page 168 ce qui suit. L'Ipunu ou Ipunu, c'est une langue transfrontalière. Français facile, le Bapoun transfrontalière, c'est une langue qu'on retrouve entre les frontières donc du Gabon et de la République du Congo. C'est la langue des Bapounou, du singulier Mupunu, une ethnie qui représente environ 12% de la population nationale du Gabon et environ 4% de la population du Congo. Au Gabon, les Bapounou sont originaires des provinces de la Nyanga et de la Ngounié, dans un triangle dont les points sont les villes de Tchibanga, de Mouila et de Ndende. Bien entendu, comme pour les autres ethnies du Gabon, les Bapounou connaissent une forte dispersion. On les rencontre aussi autour de Lambaréné, sur la route de Libreville et à Libreville même, ou encore à Port-Gentil, où on recense une forte diaspora. Diboti à toute la communauté pour nous. Diboti, professeur de linguistique à l'université de Libreville, auteur d'une abondante littérature. Lui, c'est Tate Idiata, professeur Idiata. Monsieur Ibouanga, merci d'avoir fait le déplacement. Peut-être votre dernier mot, alors l'occasion de vous avoir à nouveau sur notre studio. Oui, mais j'aurai une autre occasion de ce que vous allez le souhaiter. Je voudrais souhaiter longue vie à cette émission. Qui me reçoit aujourd'hui, même si nous n'avons pas eu le temps de beaucoup communiquer sur la question de culture, la question de langue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, et de manière urgente, que l'État mette en place une politique linguistique pour sauver nos langues. Parce que, comme j'aime à le dire, nous sommes là dans un génocide linguistique au Gabon. Le message, il est passé, bien reçu, à travers la meilleure des stations, sinon le meilleur canal, la 95 FM, la radio au service du développement, la passion du savoir, que nos langues vivent pour que notre culture ne meure pas. On retient cette note et on se donne rendez-vous samedi prochain. Je dis merci à Ida Ibinga, Axel Kumba, à M. Ibouanga, notre invité. Il est enseignant de français. Il a écrit, on va rappeler quand même, Concurrence des langues au Gabon, le Ipunu face au français. C'est aux éditions Harmattan. Le prix du livre, certainement, vous l'aurez dans les librairies. À vous de vous procurer ce livre pour comprendre le fruit de ce travail. Maël Manomba de Mouabi. Nous étions aujourd'hui à 408 km de Libreville, précisément à Tchibanga, non loin de Dubinda Forêt. C'est le village de notre invité. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. À l'instant, c'est l'imam Sangaré qui arrive pour vous présenter l'histoire des compagnons. Je vous donne rendez-vous demain dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et en soirée, à l'invité du corps de garde. Notre invité, c'est bien sûr Madame Isadora Sunda, pour avoir organisé la 3e édition du festival Bouboti. Nous allons en parler demain à 17h dans l'invité du corps de garde. Assalamu alaikum. Radio Nour di Botie ni Urondi.
C'était votre émission, l'école au village. Radio Mour 95 FM. On dit que je suis des races.